Bienvenue à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir lors de ce mardi du CMAP sur le thème l'absence d'une partie à la procédure d'arbitrage. Aujourd'hui, nous recevons 12 intervenants. Monsieur Guillaume Hérault, il est avocat au barreau de Paris et il exerce depuis plus de 10 ans en arbitrage international. Il conseille des clients en arbitrage commercial et en arbitrage d'investissement, représentant aussi bien des sociétés privées que des États dans des litiges, notamment en lien avec l'Afrique. Il intervient dans des procédures aussi d'arbitrage complexes sur l'égide de différentes institutions d'arbitrage comme la CCI, la SCAI, arbitrage ad hoc, dans des domaines variés tels que notamment la construction, l'énergie et l'industrie alimentaire. Il est aussi arbitre agréé au CMAP. Et en plus, il publie des articles et il intervient régulièrement dans des conférences sur l'arbitrage international. Et enfin, il donne des cours dans des différentes universités ainsi qu'à l'ESSEC Business School. Aussi, nous avons parmi nous M. Walid Ben Hamida. Il est professeur de droit privé à l'Université de Lille. Il a aussi été membre de la Cour d'arbitrage de la Chambre de commerce international pendant 6 ans. Il est arbitre, président du tribunal arbitral, expert et conseiller dans de nombreuses affaires relevant du CIRDI, de la CCI, de l'ODA, de la CIETAC et selon d'autres règles d'arbitrage institutionnel et ad hoc. Il est aussi arbitre agréé CMAP. Sa pratique se concentre sur les droits des affaires, les droits commerciaux et les droits des investissements internationaux. Monsieur Ben Hamida est également l'auteur de plus de 110 publications en arabe, en français et en anglais. Il intervient régulièrement lors des conférences sur l'arbitrage et le règlement des différends et il est professeur invité dans une centaine de pays. Donc, s'agissant de la configuration de cette intervention, il y aura 2 parties. La première partie sera consacrée à la présentation des intervenants pendant 1h30. Et la deuxième partie, lorsque la présentation sera terminée, sera consacrée aux questions pendant 30 minutes. Donc, pour les personnes qui sont en présentiel, vous pouvez lever la main pour que les intervenants puissent vous donner la parole. Et pour les personnes qui sont en ligne, je vous invite à vous poser la question sur le chat afin que je puisse les transmettre aux intervenants. Merci beaucoup. Si oui, il est. Ah, c'est bon comme ça, je crois. Merci beaucoup. Merci. Tout d'abord, je remercie le CMAP pour cette invitation. Je remercie aussi Guillaume parce que c'est lui qui m'a suggéré d'intervenir avec lui sur ce sujet. J'ai accepté tout de suite parce que je me suis dit au moins on sera 2, lui et moi, on évitera le scénario d'une conférence par défaut où il n'y a pas de participants, je serai seul dans la salle, donc j'ai accepté très rapidement son invitation. Comme vous savez, l'arbitrage par défaut, c'est une situation qui se pose de plus en plus aujourd'hui. Il y a plusieurs procès ou plusieurs procédures qui sont à défaut. Il n'y a pas des statistiques des institutions d'arbitrage sur le nombre des arbitrages par défaut, mais selon ce que j'ai vu, on affirme que presque 20% des arbitrages devant des institutions d'arbitrage sont des procédures par défaut sans la participation d'une partie. C'est un peu étonnant que la procédure d'arbitrage soit une procédure par défaut, parce que normalement, lorsqu'on a une clause d'arbitrage, la procédure contentieuse est un peu prévisible. On a une clause d'arbitrage, donc le contentieux où la procédure est prévisible, alors que dans la justice étatique, le contentieux n'est pas prévisible. Si une partie conclut une clause d'arbitrage, cette partie, au moins au courant théoriquement, un jour, peut-être l'autre partie va utiliser cette clause pour initier un arbitrage. Ce qu'on vous propose de faire, c'est qu'on va plutôt commencer en 2 parties. Dans une première partie, on va évoquer des questions générales relatives à la procédure par défaut et puis des questions plus techniques, plus ciblées. L'une des premières questions à laquelle on peut penser, pourquoi une partie qui accepte la clause d'arbitrage, pourquoi cette partie ne participe pas à l'arbitrage, pourquoi une partie boycotte l'arbitrage qu'elle a volontairement voulu.
Merci Walid. Je tiens tout d'abord à exprimer mes remerciements au CMAP pour cette invitation. Et c'est vrai que quand on m'a proposé d'intervenir sur un thème précis, je me suis dit qu'en tant qu'avocat, une des procédures qui m'avait peut-être le plus marqué d'un point de vue strictement procédural, c'était le fait de se retrouver en face de personnes. Parce qu'en tant qu'avocat, on a toujours l'habitude d'avoir des joutes verbales et écrites. Le problème, c'est que quand on n'a personne en face de soi, il n'y a plus de joute verbale et on réfléchit à comment on va bien pouvoir convaincre le tribunal arbitral et exécuter une sentence sans avoir personne en face. Donc en fait, ça remet un peu en jeu et en question la dynamique d'une procédure d'arbitrage. Donc pour cela, je vais vous donner deux exemples concrets. Le premier exemple, pourquoi une partie peut faire défaut, c'est tout simplement parce qu'elle peut contester la compétence du tribunal arbitral et que donc volontairement, elle décide de ne pas participer à la procédure d'arbitrage. Cet exemple, vous pouvez le retrouver dans l'affaire Fédération de Russie contre Oshad Bank, et notamment dans l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 30 mars 2021. Et en fait, ce litige trouve son origine dans l'annexion par la Russie de la Crimée. Et la société Oshad Bank, société ukrainienne qui a des activités bancaires en Crimée. Et à la suite de l'annexion de la Russie de la Crimée, il y a eu un traité qui a été conclu en 2014, par lequel la République de Crimée a été rattachée à la Fédération de Russie. Et donc par la suite, la Banque de Russie a ordonné la cessation des activités de la société Oshad Bank en Crimée et a désigné un représentant pour administrer les actifs de cette banque en Crimée. Et donc, en fait, Oshad Bank contestait ce point-là en disant qu'il y avait un investissement protégé par le TBI conclu entre la Fédération de Russie et l'Ukraine. Et donc, en fait, dès le départ, la Fédération de Russie a contesté la compétence du tribunal arbitral sur le fondement de ce traité bilatéral d'investissement. Donc, c'est la raison pour laquelle la Fédération de Russie, dans cet exemple, n'a pas participé à la procédure d'arbitrage car elle contestait la compétence du tribunal arbitral. Le deuxième exemple que je prendrai sur le défaut d'une partie à la procédure d'arbitrage, et en tant qu'avocat, on est des fois bien placé pour le savoir, c'est tout simplement une manœuvre dilatoire pour gagner du temps dans la préparation de la réponse et de la procédure à laquelle un État, une entité étatique ou même une société privée peut être confrontée. En tant que conseil, j'ai eu affaire à cette situation dans une hypothèse dans laquelle un investisseur privé qui avait plusieurs contrats de marché public conclus dans un État africain a vu l'État africain ne plus payer ses exécutions contractuelles. Et donc, en fait, une procédure d'arbitrage a été initiée par l'investisseur privé et l'État, au début de la procédure d'arbitrage, a fait défaut. Il a fait défaut, donc comme dans la plupart des règlements d'arbitrage, le demandeur a désigné son arbitre. Le défendeur, partie étatique, n'a pas soumis ni de réponse ni de désignation d'un arbitre. Et il a attendu, il a été relancé plusieurs fois par l'institution d'arbitrage qui administrait le litige. Et ce n'est qu'au bout d'un an de procédure et lorsque l'institution d'arbitrage a mis un dernier délai en disant que s'il n'y avait pas de désignation d'un arbitre dans les 15 jours par la partie étatique, elle se substituerait à la partie défenderesse et la procédure d'arbitrage pourrait commencer. Et bizarrement, non seulement l'État est apparu, mais il a désigné son propre arbitre, il a contesté la désignation de l'arbitre du demandeur et quelques mois plus tard, une procédure parallèle était engagée sur le fondement de la corruption devant les juridictions étatiques de ce même État défendeur à la procédure d'arbitrage. Donc en fait, il peut y avoir
plusieurs raisons pour lesquelles une partie n'apparaît pas à une procédure d'arbitrage. Je vous ai donné les deux exemples les plus éloquents. On peut en citer d'autres, hein. Il y a par exemple les procédures parallèles, je viens de le dire, devant les juridictions étatiques. Il peut aussi s'agir d'un défendeur qui conteste le signataire de la clause d'arbitrage. Donc, en fait, les situations dans lesquelles une partie peut faire défaut dans le cadre d'une procédure d'arbitrage sont variées et sont plus fréquentes qu'on peut le penser. Et donc, comme je vous le disais en préambule, en fait, le fait d'avoir une partie qui ne se présente pas dans le cadre d'une procédure d'arbitrage remet en question toute la dynamique d'une procédure d'arbitrage. Et donc, autant en tant que conseil qu'en tant qu'arbitre, nos réflexes, entre guillemets, de juristes sont remis un petit peu en question, chamboulés, et on doit réfléchir à comment élaborer une nouvelle stratégie parce qu'on n'aura pas de réponse en face. Et surtout, on doit aussi, et ça c'est toujours un objectif qu'on a en tant que conseil, c'est de savoir comment on pourra exécuter de la meilleure manière une sentence qui nous serait favorable si jamais on arrive au terme de la procédure et que nos demandes sont fructueuses. Je ne sais pas si tu as d'autres… Ici, en fait, tu as évoqué un certain nombre de raisons qui sont illégitimes. C'est pour bloquer, c'est comme des techniques dilatoires, mais parfois le défaut repose sur des raisons légitimes. Parfois, la société est liquidée. Parfois, j'avais un arbitrage où la partie défenderesse était en prison. Donc, il ne reçoit pas des notifications. On s'est demandé à l'époque comment déterminer le domicile d'une personne. Est-ce qu'il faut notifier à son domicile professionnel ou il faut notifier en prison parce qu'il est domicilié en prison? Finalement, on a choisi l'approche maximaliste qui consiste à notifier ou deux. Aussi, tu as évoqué le fait qu'une partie conteste la compétence. Si une partie estime que le tribunal n'est pas compétent et si elle n'a pas signé la convention d'arbitrage, personne ne peut obliger une personne qui n'a pas accepté l'arbitrage à accepter la procédure. Parfois, donc, le défaut repose sur des considérations ou des raisons parfaitement légitimes. Aussi, il y a plusieurs configurations dans le défaut. Parfois, on a une partie qui ne participe pas du tout, qui est toujours absente. On a parfois une partie qui communique une position qu'elle refuse l'arbitrage et qu'elle ne reconnaît pas l'arbitrage, et après cette partie disparaît. Il y a aussi parfois une partie qui n'est pas présente au début, mais après elle peut participer à l'arbitrage. On a une autre configuration, parfois, ce n'est pas la partie, mais la partie est représentée par un avocat, et puis l'avocat disparaît en communiquant au tribunal qui ne représente plus cette partie, et le tribunal aura du mal à nouer des contacts avec la partie qui a désigné cet avocat. Il y a aussi même des configurations où il y a des parties qui participent quand elles veulent et disparaissent quand elles veulent. Moi, j'étais impliqué dans un arbitrage. De temps en temps, je reçois une position de la partie défenderesse. Il y avait, la dernière fois, c'était 2 jours avant la clôture de la procédure. Cette partie a envoyé un mémoire d'une 60aine de pages, alors qu'il n'était pas très présente. Et donc, on a toujours une connotation négative, mais parfois il y a des raisons légitimes qui expliquent pourquoi une partie ne participe pas à cet arbitrage. Aussi, il y a une autre configuration, c'est que on se demande est-ce que c'est toujours la partie défenderesse qui ne participe pas ou la partie demanderesse peut aussi être un défaut. Oui, la partie demanderesse peut aussi abandonner une procédure qu'elle a initiée et généralement, certains règlements d'arbitrage nous donnent la solution. Par exemple, le règlement CNUTSI nous dit que si le demandeur n'a pas communiqué son mémoire, le tribunal arbitral ordonne la clôture de la procédure. On a aussi des cas devant le CIRDI, le Centre international de règlement des différends relatifs aux investissements, où des investisseurs ont engagé un arbitrage et après silence, et ce silence peut être très long. Dans le système CIRDI, on a la solution, c'est ce qu'on appelle le désistement pour cause d'inactivité de l'une des parties. Si pendant 6 mois, il y a
une passivité des deux parties, c'est-à-dire aucune réaction du demandeur ou du défendeur, le secrétaire général du CERDI demande au tribunal arbitral de rendre une ordonnance de clôture. Et là, il faut faire attention parce qu'il y a deux situations. Lorsque le demandeur abandonne la procédure, lorsque le demandeur est inactif, généralement, il y a une ordonnance de procédure, soit une ordonnance de clôture, soit une ordonnance de fin de l'instance. Mais ce n'est qu'une ordonnance. C'est-à-dire que cette ordonnance n'a pas l'autorité de la chose jugée. Le demandeur pourra réintroduire l'arbitrage. Donc, si vous voulez éviter cette situation, c'est-à-dire empêcher au demandeur de réintroduire l'arbitrage, dans ce cas, il faut demander au tribunal arbitral de rendre une sentence pour que le tribunal se déclare incompétent ou éventuellement pour rejeter la demande de la partie demanderesse sur le fond, et là, ou éventuellement pour demander les frais de l'arbitrage. Et là, dans cette situation, le défaut du demandeur va se terminer pas par une ordonnance de procédure, mais par une vraie sentence. Voyez donc que les situations et les configurations sont assez variées. Et nous, les juristes, lorsqu'on est devant un problème juridique, notre réflexe, c'est de chercher les règles applicables pour résoudre le problème. D'où notre deuxième question. Est-ce qu'on a des règles juridiques sur cette question? Est-ce qu'on a un régime juridique clair sur l'arbitrage par défaut? Quel est le régime juridique et où on peut trouver les règles juridiques que les arbitres ou les avocats ou éventuellement les parties consultent pour résoudre les problèmes que l'arbitrage par défaut pose? Oui, alors c'est vrai que quand on se retrouve confronté à une situation dans laquelle, alors le plus couramment, le défendeur fait défaut, le premier réflexe d'un avocat conseil d'une partie, ça va être de faire le tour des règles applicables à cette procédure spécifique d'arbitrage. Et donc, de regarder le règlement d'arbitrage applicable en l'espèce. Deux, de se référer à la loi applicable du siège du tribunal arbitral. Et en général, et ça c'est vraiment dans les situations dans lesquelles l'avocat conseil est complètement démuni, on va aller chercher les règles de soft law qui nous permettraient éventuellement d'avoir des tendances ou entre guillemets des pratiques que le tribunal arbitral pourrait être amené à accepter à défaut de règles écrites précises. Alors si je dois commencer par les règles de soft law qui sont les règles les plus générales, vous avez notamment les guidelines sur l'absence de participation d'une partie à la procédure d'arbitrage qui a été publié par le CIARB en 2015. Donc le CIARB, c'est le Chartered Institute of Arbitrators. Et ce guide, en fait, il est divisé en quatre parties. Alors, je vous en ferai pas les détails, mais je vous donnerai les articles à titre d'information. Donc, l'article 1 pose les principes généraux. L'article 2 évoque l'absence du demandeur à la procédure. L'article 3, c'est l'absence du défendeur. Et en fait, l'article 4 traite de l'absence de participation d'une partie à une audience. Alors, ces règles, par défaut, elles peuvent être utiles quand les règlements d'arbitrage ou la loi applicable à la procédure d'arbitrage sont silencieuses. La plupart du temps, quand même, les règlements d'arbitrage précisent et ont des dispositions spécifiques sur une procédure par défaut. Je peux citer par exemple l'article 6 du CMAP, donc du règlement du CMAP, qui traite du défaut de réponse. Comme il est relativement court, je vais vous le citer in extenso. Donc, article 6 du CMAP, à défaut de réponse à la demande d'arbitrage et l'expiration du délai prévu à l'article 5.1, le secrétariat vérifie que la notification ainsi prévue est bien parvenue au défendeur et, à défaut de convention d'arbitrage désignant le CMAP, en informe le requérant et clôt le dossier, les droits d'ouverture lui demeurant acquis. B, en présence d'une convention d'arbitrage désignant le CMAP met en œuvre la procédure arbitrale conformément aux dispositions ci-après. Chaque acte de procédure doit être notifié à la partie défaillante. Ça, on y reviendra plus en amont. La notification régulière et constante à la partie défaillante est extrêmement importante pour qu'il n'y ait pas
d'une surprise lors d'un recours en annulation ou lors de l'exécution de la sentence, c'est que le demandeur se retrouve entre guillemets bloqué parce que en fait ni le tribunal arbitral ni lui-même n'aurait notifié au défendeur absent l'intégralité des actes de procédure de la procédure d'arbitrage. Alors après, toujours dans le cadre des règlements d'arbitrage, et je ne vais que citer les articles et je pense que vous pourrez les retrouver facilement. Vous avez l'article 30 du règlement d'arbitrage CNUTSI qui traite du défaut. Autre exemple, l'article 15.8 de la LCIA, article 45 du CIRD. Et après, de manière peut-être un petit peu plus précise, vous avez la loi applicable à la procédure, donc d'où l'importance encore une fois de bien rédiger les clauses d'arbitrage qui nous permettent à nous en tant qu'avocats d'avoir à ne pas se gratter la tête pendant une journée entière pour savoir quelle règle est applicable. Donc également très important de se référer à la loi du siège du tribunal arbitral. Alors si le droit français ne dispose pas de dispositions spécifiques sur les procédures par défaut, vous avez des lois nationales qui traitent spécifiquement de cette question soit dans leur code de procédure civile, soit dans des lois concernant l'arbitrage. Je vous en citerai que 4. Il y a l'article 24 de la loi suédoise sur l'arbitrage de 1999. Vous avez le paragraphe 1048 de la ZPO allemande, donc qui est le code de procédure civile, qui traite du défaut d'une partie. Vous avez l'article 31 de la loi espagnole sur l'arbitrage de 2003 et peut-être la version la plus complète sur le défaut d'une partie qui se trouve dans l'article 41 de la loi anglaise sur l'arbitrage de 1996. Walid, je ne sais pas si... Oui, effectivement, donc on trouve des dispositions qui sont éparpillées dans les règlements d'arbitrage et aussi dans certaines lois nationales d'arbitrage. Il y a aussi cet instrument de droit souple que tu as cité, qui présente des recommandations, qui prévoit des recommandations que l'arbitre ou les arbitres doivent suivre en cas de non-participation d'une partie. Il y a aussi, on peut penser aussi aux règles applicables devant les juridictions nationales en cas aussi dans une procédure par défaut. Est-ce qu'on peut résoudre les problèmes d'arbitrage par défaut en s'inspirant des règles relatives aux procédures par défaut devant les juridictions nationales? Là, il faut faire attention parce que la situation n'est pas la même. La situation de l'arbitre dans une procédure par défaut n'est pas la situation du juge lorsque il est aussi confronté à une procédure par défaut. Il y a deux raisons qui expliquent la différence. Premièrement, devant la justice étatique, il y a un appel ou une opposition qui est possible. Donc, si une partie ne participe pas, il y a des voies de correction. Alors que devant l'arbitre, généralement, il n'y a pas d'appel. Et donc, la situation n'est pas la même. Deux, le juge étatique et l'arbitre ne disposent pas du même pouvoir. Dans certaines juridictions étatiques, on peut même demander, si une partie ne participe pas, une condamnation sur le fond sans aucune vérification. Et le juge étatique, lorsqu'une partie ne participe pas, peut la condamner systématiquement parce qu'on sait que cette partie pourra faire opposition ou pourra introduire un appel. La situation devant l'arbitre n'est pas la même. Donc, si on examine toutes ces règles que tu as citées, Guillaume, la conclusion est la suivante. Soft law, droit dur, droit mou convergent pour prévoir que la non-participation d'une partie à l'arbitrage ne bloque pas cet arbitrage et n'empêche pas le tribunal arbitral de conduire cet arbitrage jusqu'à la sentence arbitrale. Passons maintenant à des questions plus techniques, plus ciblées, plus pratiques. On va suivre la procédure d'arbitrage de la requête jusqu'à la sentence pour examiner si l'arbitrage par défaut présente des spécificités par rapport à l'arbitrage classique traditionnel où tous les parties participent. L'arbitrage, on les déclenche généralement par une demande d'arbitrage ou par une requête d'arbitrage. Et généralement, on a contacté la partie en face, la partie défenderesse. On le sait, cette partie ne réagit pas.
ne répond pas, les mails reviennent, le courrier n'arrive pas. Comment notifier la requête d'arbitrage? Comment notifier la demande d'arbitrage à la partie qui ne participe pas? Est-ce qu'on peut utiliser le mail seulement? Est-ce qu'on est obligé d'utiliser un courrier recommandé par voie postale, par courrier rapide? Est-ce qu'on doit utiliser deux modes de communication? Comment notifier la requête d'arbitrage dans cette configuration procédurale? Ouais, donc ça, c'est la question où après quelques mois de préparation à la demande d'arbitrage, le dépôt de la demande d'arbitrage, le conseil est content, il s'est dit, bon, enfin, je suis sur les voies de ma procédure d'arbitrage et les choses sérieuses vont pouvoir commencer. Et là, douche froide, absence de réponse, pas de partie qui apparaît et on commence à voir les sueurs froides pour se demander comment on va bien pouvoir mener une procédure d'arbitrage pour jouer à la fois le rôle du demandeur et du défendeur. Et cette question, elle est à la fois extrêmement pratique et extrêmement difficile. Je me suis retrouvé dans la situation vraiment compliquée de représenter un demandeur investisseur privé dans un arbitrage interne qui souhaitait initier une procédure arbitrage contre une entité étatique. Et en fait, la première question qui s'est posée à moi en tant qu'avocat conseil, c'est qu'en fait, cet État dans lequel la procédure d'arbitrage interne était effectuée est un pays en guerre dans lequel il existait un gouvernement non reconnu par la communauté internationale. Alors, première question, c'est devant qui et à quelle adresse je vais adresser ma demande d'arbitrage. Est-ce que c'est devant le gouvernement officiel qui est en place ou est-ce que c'est devant le gouvernement non officiel mais qui a pris le contrôle d'une grande partie du territoire en question? Bon, là, la question, entre guillemets, elle a été vite résolue parce que l'arbitrage interne est quelque part mort-né, parce que dans la mesure où l'État était en guerre et que la société étatique, l'entité étatique défenderesse n'apparaissait pas, on a très vite compris qu'en tant qu'investisseur privé demandeur, on n'avait pas beaucoup de solutions et qu'on allait droit dans le mur. Et donc, en fait, là, dans ces situations un peu spécifiques et spéciales, mais alors après, c'est peut-être c'est peut-être ma base de droit des investissements qui m'a permis de rebondir pour essayer d'échapper à cet arbitrage interne. J'ai conseillé à mon client investisseur privé demandeur de chercher à internationaliser le litige et d'essayer de trouver une base juridique, que ce soit à travers un traité bilatéral d'investissement en essayant d'aller chercher le siège de la société en dehors du pays en question, ou des actionnaires qui exerceraient à l'étranger, enfin toute une panoplie, les accords régionaux, enfin il y a tout un tas d'outils qui permettent d'internationaliser les litiges. Et donc des fois quand on est bloqué en arbitrage interne, on peut éventuellement aller chercher à internationaliser le litige, notamment à travers par exemple le principe du déni de justice qui est reconnu dans certaines juridictions. Alors, la notification, elle est également difficile parce que vous pouvez aussi avoir tout simplement des pays dans lesquels les services postaux fonctionnent mal ou pas très bien et que en fait la méthode de l'accusé-réception que l'on connaît ici en France ou ailleurs n'est peut-être pas aussi efficace que ce que l'on peut avoir dans d'autres pays. Et donc en tant que conseil, il est toujours extrêmement important, notamment quand on a des délais pour déposer la demande et puis après pour interagir dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, de bien prendre en considération l'environnement géographique dans lequel se situe l'arbitrage. Vous ne réagirez pas de la même manière avec, par exemple, une partie du Moyen-Orient ou une partie africaine ou une partie sud-américaine. L'un des premiers arbitrages que j'ai fait, c'était un arbitrage contre un État où les parties, les conseils étaient musulmans. Et mon réflexe de français de travailler le vendredi, en fait, le vendredi, dans les pays musulmans, c'est une journée où on ne travaille pas. Et par contre, en revanche, pas tous, effectivement, mais par contre, on recevait des mails ou des courriers le dimanche. Donc ça, c'est des choses à prendre en considération. Et de la même manière, pour les services postaux, faut prendre en considération le fait qu'un pays X ou Y n'aura peut-être pas forcément les mêmes services ou la même efficacité des services postaux sur la notification. Aujourd'hui, on peut aussi rencontrer des cas plus concrets et plus pratiques concernant les aléas climatiques.
vous avez des pays où vous avez des très fortes inondations et je ne suis pas sûr que si vous posez une demande d'arbitrage à l'instant T et que vous pensez qu'avec un AR, ça va arriver en 3 jours à réception dans la capitale de tel pays. Bon, là, vous prenez par exemple les trompes d'eau qui tombent au Brésil. Si vous avez un arbitrage au Brésil et qu'en fait, les services postaux sont complètement bloqués parce qu'en fait, il y a 3 mètres d'eau, en fait, la notification, elle va être difficile. Et puis après, vous avez aussi des sociétés qui disparaissent, dont le siège social disparaissent, alors soit au tout début de la procédure parce qu'ils commencent à voir la procédure d'arbitrage arriver et ils organisent soit leur faillite, soit ils changent subrepticement de siège social. Et dans ces cas-là, c'est à nous, en tant qu'avocats et avec nos clients, d'essayer d'aller chercher la nouvelle adresse avec soit des avocats conseils sur place, soit en allant chercher sur les registres du commerce ou par tout autre moyen qui nous permettrait d'avoir une adresse. Alors sur la question, et après je serai relativement bref, sur la question du moyen de notification, alors c'est vrai que maintenant la règle, elle est devenue quasiment automatique. C'est vrai que la plupart du temps maintenant les notifications se font par voie de mail. On peut notamment se référer à la note CCI aux parties, aux tribunaux arbitraux qui précise que la voie privilégiée, c'est le courrier électronique. Alors, mon conseil en tant qu'avocat, c'est que en fait, ces notifications, le moyen de notification doit être extrêmement précis et clair et doit être indiqué de manière vraiment très claire soit dans l'acte de mission, soit dans l'ordonnance de procédure numéro 1, qui sont en général les deux documents dans lesquels on précise les moyens de communication entre les parties. Et donc ça, c'est extrêmement utile et important à la fois pour un tribunal arbitral et pour les conseils des parties d'avoir des moyens de communication qui sont clairement définis et par lesquels on peut se fonder. Alors, quand le mode de communication se fait par mail, vous tomberez forcément dans la situation où, y compris une entité étatique ou une société privée, aura une adresse lambda sur Yahoo, sur Gmail, avec une absence de réception. Je te vois sourire, Sylvie, mais en fait, c'est la réalité, réalité des affaires dans lesquelles on est. Et on peut avoir une société qui est extrêmement importante dans un pays donné et où en fait toutes les adresses seront @yahoo.fr ou @gmail.fr. Et en fait, à ce que je sache, ni Yahoo ni Gmail n'a d'accusé réception des mails. Donc c'est vrai que nous, dans ces cas-là, en tant qu'avocat conseil, on demande toujours dans les actes d'omission ou dans les ordonnances de procédure à ce que l'intégralité des parties, chacun à son niveau, donc soit chacun des membres du tribunal arbitral et chacune des parties, accuse réception via un email. Donc j'ai bien accusé réception de votre demande d'arbitrage, le temps par email, pour être sûr qu'il y ait une trace de l'accusé réception de cette notification. Et cette méthode-là est extrêmement utile parce que si vous l'appliquez pour chaque acte de procédure envers le défendeur défaillant, vous pourrez prouver lors du recours en annulation si le défendeur commence à s'agiter et lui dire « mais en fait, vous ne pouvez pas me dire que vous n'étiez pas au courant de la procédure d'arbitrage parce que dans les règles de procédure, il est clairement indiqué que vous deviez accuser réception, etc. » Et là, vous ressortez tous vos mails avec toutes les notifications et ça vous permettra de prouver la déloyauté du défendeur si tel est le cas. Je pense que j'en ai dit suffisamment sur cette question. Alors, est-ce qu'on ne peut n'utiliser que le mail? J'allais vous dire, en tant qu'avocat, on double toujours nos actes de notification dans la mesure du possible. La bonne vieille lettre à papier, voilà, a toujours son utilité. Alors après, ça ne veut pas dire qu'il faut envoyer un mail, une lettre, un recommandé et aller toquer sur place par voie de porteur. Mais c'est vrai que alors, les choses ont un peu évolué maintenant, et notamment avec l'aspect environnemental et la problématique environnementale. Mais c'est vrai que moi, quand j'ai commencé en tant qu'avocat, en fait, on fonctionnait déjà par mail, mais on doublait toujours les mails par une lettre courrier classique. Donc
Voilà, en règle générale, même quand c'est extrêmement précis dans les actes de mission et les ordonnances de procédure, on double toujours le mail d'une lettre postale. Et donc, si je dois retenir un point de cette question, c'est qu'en fait, il est extrêmement important de communiquer et d'être très précis à la fois avec le tribunal arbitral et la partie adverse, de définir clairement le mode de communication à la fois dans l'acte de mission, s'il y en a un, parce que certaines institutions d'arbitrage n'ont pas forcément ce document-là, et s'il n'y a pas d'acte de mission, de le faire par la voie de l'ordonnance de procédure numéro 1. Oui, bon. Pour répondre à cette question, il y a la loi, il y a les règles de droit et après il y a la pratique. Et normalement, on va commencer par examiner les règles sur la notification, comment notifier. Et lorsqu'on examine les règles sur la notification dans les règlements d'arbitrage, la majorité des règlements aujourd'hui établissent une équivalence entre le mail et la communication postale, c'est-à-dire soit par mail, soit par courrier postal. Cette règle d'équivalence est consacrée quasiment par tous les règlements. Le règlement CMAP, le règlement de la CCI. Il y avait une référence ancienne dans le règlement CCI au Telex, mais on a supprimé parce qu'aujourd'hui, on n'utilise pas ce moyen de communication. Faites attention quand même, parce que si vous utilisez le règlement CNILSI, s'agissant de la communication par mail, nous indique qu'on peut utiliser un moyen électronique seulement s'il s'agit d'une adresse qui est désignée ou qui est autorisée. C'est-à-dire, la règle, si l'adresse mail n'est pas désignée ou autorisée, il faut revenir à la communication par voie postale. Donc, les règlements d'arbitrage, normalement, sont assez souples, en prévoyant la possibilité d'utiliser le mail et en établissant une équivalence, et donc on n'est pas obligé de combiner. Tout cela sous réserve de la lex fori, et tout cela sous réserve de la loi des États ou des lieux où la sentence est susceptible d'être exécutée, parce que ces lois étatiques peuvent avoir des exigences spéciales. Par exemple, un arrêt tunisien rendu par la Cour d'appel de Tunis, on dit clairement que même si le règlement d'arbitrage prévoit des voies de communication souples, il faut toujours recourir à la communication par voie postale avec accusé de réception. Et là, il faut prendre en considération les exigences étatiques. Et ces exigences étatiques sont assez variables. Certaines lois sont très exigeantes, d'autres qui peuvent être moins exigeantes. Récemment, la Cour suprême de Jordanie a admis qu'on peut communiquer une sentence par WhatsApp. Et il est vrai qu'en l'espèce, les deux parties étaient d'accord sur l'utilisation de ce mode de communication et il n'y avait pas un arbitrage par défaut. Donc, on communique la requête selon les règles qui sont indiquées dans le règlement d'arbitrage qui est utilisé, sous réserve des exigences de la lex fori. Ça, c'est la loi. Après, la pratique ou la recommandation pratique, comme tu as dit, Guillaume, c'est pour utiliser tous les modes possibles pour sécuriser la sentence. Cela nous conduit à une autre question très importante et très pratique. Qui doit fournir l'adresse de la partie défenderesse? Est-ce que l'institution d'arbitrage qui reçoit la requête peut faire des recherches pour localiser le mail ou pour localiser l'adresse postale de la partie qui ne participe pas? Est-ce que les arbitres peuvent faire des recherches pour localiser cette adresse? Et c'est une question très, très pratique, parce que parfois, la partie demanderesse vous donne une adresse postale ou une adresse électronique, et après, vous vous rendez compte que cette adresse n'est pas opérationnelle. Cela nous conduit à deux questions que je vais examiner très brièvement. Est-ce que l'institution d'arbitrage peut faire des recherches? Et est-ce que l'arbitre peut faire des recherches pour localiser l'adresse de la partie qui ne participe pas? S'agissant des institutions d'arbitrage, lorsque les institutions d'arbitrage n'arrivent pas à
communiquer ou transmettre la notification d'arbitrage, est-ce qu'elles font des recherches? La CCI, par exemple, ne fait pas des recherches. C'est clairement indiqué dans l'article 3.2 du règlement que les adresses sont communiquées par les parties. Donc, c'est aux parties de communiquer les adresses à l'institution d'arbitrage. Et la CCI, par exemple, lorsqu'une partie ne répond pas, invite l'autre partie à fournir une adresse supplémentaire ou une adresse alternative. Le règlement CMAP contient à l'article 6 une mention assez spéciale, assez originale, en indiquant que le secrétariat vérifie que la notification ainsi prévue est bien parvenue au défendeur. Donc, il y a un pouvoir de vérification qui est attribué à l'institution d'arbitrage. Est-ce qu'on peut l'utiliser éventuellement? Est-ce que l'institution peut utiliser ce pouvoir pour faire des recherches et identifier l'adresse de la partie défaillante? On pourrait l'admettre. On pourrait l'admettre, au moins le règlement le permet. Venons maintenant aux arbitres. Vous êtes des arbitres, le tribunal est constitué, une partie ne répond pas. Est-ce que certains arbitres aussi peuvent avoir des connaissances, peuvent connaître l'État, peuvent être avocats aussi et avoir des moyens pour contacter la partie qui est défaillante? Est-ce que les arbitres peuvent faire des recherches et éventuellement utiliser l'adresse qu'elles ont trouvée? Bien évidemment, en respectant le contradictoire. Sur cette question, les opinions sont divergentes. Vous avez un courant favorable qui vous dit, effectivement, les arbitres ont ce pouvoir, c'est un pouvoir inhérent, parce que les arbitres doivent, ou l'arbitre doit garantir le respect du contradictoire. Donc, c'est à lui de faire un effort pour garantir le respect du contradictoire, et parce que l'arbitre ou les arbitres doivent rendre une sentence exécutoire, une sentence qui est efficace, et une sentence efficace, c'est une sentence où le tribunal a fait des recherches ou a essayé de faire des diligences pour permettre à une partie à participer. D'autres sont un peu réservés en affirmant que ce n'est pas à l'arbitre d'introduire dans le dossier un élément de fait qui ne figure pas dans le dossier. Cela dit que parfois, lorsqu'on cherche les pièces d'un dossier, on trouve d'autres adresses qui n'ont pas été communiquées par la partie demanderesse. Et on peut inviter la partie demanderesse à s'exprimer sur ces adresses. Le règlement CAMAP, il est aussi original sur cette question parce qu'il y a l'article 25 du règlement qui nous dit « Le tribunal arbitral peut, à la demande d'une partie ou d'office, ordonner toute mesure d'instruction qu'il juge utile. » 25.2, le tribunal arbitral peut procéder lui-même à toute vérification qu'il estime nécessaire. Et là, on peut se demander, est-ce que cet article ne permet pas aux arbitres de faire des vérifications qui peuvent s'effondrer à la recherche et à la localisation de l'adresse de la partie qui ne participe pas? Ce n'est pas, on peut l'admettre. Il y a aussi une question qu'on s'est posée dans un arbitrage. Je reviendrai à ce qu'on appelle l'adresse convenue, parce que parfois le contrat précise une adresse qu'on doit utiliser pour communiquer avec une partie. Il y avait une fois, on a trouvé le numéro de téléphone. On avait la tentation, est-ce qu'on peut utiliser le téléphone et on appelle la partie qui ne répond pas par téléphone pour vérifier l'adresse. En l'espèce, c'était un numéro portable, 06. Bon. Il y a quand même un petit problème ici parce qu'il y a les communications ex parte. Cela n'est pas difficile parce qu'il suffit de faire l'appel téléphonique durant une conférence où l'autre partie participe. La question reste ouverte. Donc, si le tribunal peut utiliser le téléphone pour localiser la partie qui ne participe pas, bien évidemment, sous réserve du contradictoire, il y avait aussi une fois où on a demandé à une partie, est-ce qu'on peut utiliser d'autres adresses? Et la partie nous dit, non, non, vous n'avez pas le droit. L'adresse a été indiquée dans le contrat, vous devez suivre le contrat. Cela dit qu'il y a des jurisprudences étatiques qui disent que même s'il y a une adresse qui est prévue dans le contrat et qu'il y a des éléments qui montrent que la partie qui a changé d'adresse, vous n'êtes pas obligé de suivre l'adresse qui est indiquée dans le contrat. Cela me conduit enfin à ce point.
si vous avez une adresse qui est indiquée dans le contrat, est-ce qu'on doit l'utiliser? Parfois, les parties indiquent une adresse pour les notifications. Après, ils se réfèrent à un règlement, par exemple le règlement CNUTSI. Dans la disposition sur l'adresse, on admet la communication par mail. On dit les parties acceptent que les communications relatives à ce contrat peuvent se faire par mail. Alors que le règlement CNUTSI, comme je vous ai dit, ou le règlement d'arbitrage, là on peut considérer que le mail a été autorisé par le règlement CNUTSI, mais parfois vous avez une voie de communication contractuelle qui est choisie par les parties dans leur contrat, et vous avez un règlement d'arbitrage qui parle d'un autre moyen de communication, ce qui pose un problème d'interprétation. Est-ce que pour l'arbitrage, on doit plutôt utiliser les règles de communication dans le règlement d'arbitrage, ou on doit utiliser le règlement ou la disposition sur la communication qui est prévue par les parties? L'adresse convenue, est-ce qu'on est obligé de la suivre? La jurisprudence est assez controversée. Bon, même si les parties prévoient une adresse dans leur contrat, la jurisprudence nous dit, s'il y a des indices qui montrent que cette adresse n'est pas opérationnelle, vous devez faire un effort pour trouver l'adresse actuelle de la partie qui ne participe pas. Et j'ai trouvé une autre jurisprudence dans un autre sens où on a utilisé une adresse qui n'est pas prévue dans le contrat. La sentence a été annulée parce qu'on a considéré qu'on a utilisé une adresse qui n'a pas été acceptée par le contrat. Pour résoudre tous ces problèmes, c'est toujours la même solution, c'est l'approche maximaliste. C'est-à-dire, si vous avez des doutes, il faut utiliser l'adresse du contrat, l'adresse actuelle pour communiquer la notification. Je ne sais pas, Guillaume, si tu as d'autres remarques à ajouter sur cette question du pouvoir du tribunal à faire des recherches pour localiser l'adresse de la partie qui ne participe pas. Oui, ici, j'ai juste une remarque pratique dans une affaire sur laquelle je suis intervenu, où en fait, en tant que conseil, et bon, c'est le cas pour toutes les procédures, mais encore plus dans les procédures par défaut, il est extrêmement important de bien définir la partie contre qui vous agissez. Parce que du coup, la notification, si c'est la filiale, si c'est la maison mère, ou si c'est le ministère, ou si c'est l'agence judiciaire de l'État, vous n'aurez pas la même adresse à laquelle notifier vos différents éléments de procédure. Et moi, dans le cas d'espèce, la question qui se posait, c'était est-ce que l'on devait agir contre le ministère des marchés publics de cet État africain, ou est-ce qu'on devait agir contre l'agent judiciaire de l'État qui, en fait, a le pouvoir de représenter exclusivement l'intégralité des ministères du pays en question. Et donc, en fait, forcément, l'adresse du ministère des marchés publics et l'adresse de l'agence judiciaire de l'État n'étaient pas la même. Donc, en fait, si vous délimitez pas de façon claire et précise la partie contre laquelle vous allez engager une procédure d'arbitrage, la notification derrière peut éventuellement poser problème. Et dans ce même cas pratique que j'ai eu à traiter, se posait ensuite la question du changement d'adresse de l'agence judiciaire de l'État non communiquée par le défendeur au demandeur et au tribunal arbitral dans la procédure d'arbitrage. Donc, en règle générale, le défendeur a l'obligation de communiquer tout changement d'adresse. Après, comme disait Walid, rien n'empêche de faire appel aussi à un avocat sur place pour aller chercher la nouvelle adresse et trouver ou un huissier local dans un cas entre guillemets extrême pour réellement déterminer la partie contre laquelle on agit et du coup notifier à la bonne adresse en fonction de la partie contre laquelle on agit. Venons maintenant à la constitution du tribunal arbitral. Donc, on a notifié la demande d'arbitrage, l'impact du défaut sur la désignation des arbitres. Quelles sont les conséquences? Oui, alors j'ai déjà évoqué brièvement cet exemple sur notamment la désignation des arbitres et le défaut. Dans cette affaire, donc c'était l'affaire dans laquelle il y avait plusieurs contrats de marché public. L'investisseur privé donc a initié une procédure d'arbitrage dans le courant du mois d'octobre. Et donc, en fait, dans le cadre du règlement d'arbitrage CFI, vous avez un délai de 30 jours pour répondre à la demande d'arbitrage. Et donc, en fait, l'État en question n'a pas répondu à cette réponse. Il n'a pas fait de réponse à la demande d'arbitrage.
Dans ce cas-là, la CCI et les autres règlements d'arbitrage prévoient en règle générale de donner un nouveau délai à la partie en question, à la fois pour répondre à la demande d'arbitrage et pour désigner un arbitre. Là, en l'occurrence, dans la mesure où il s'agissait d'un État, la CCI a été extrêmement, je vais dire, a attendu vraiment à relancer plusieurs fois la partie étatique en lui disant c'est la dernière fois que je vous donne la possibilité à la fois de faire la réponse à la demande d'arbitrage et de désigner un arbitre. Et ce n'est qu'après plusieurs rappels de cet ordre-là par la CCI à l'État en question qu'il y a eu un ultimatum de la CCI en disant si vous ne désignez pas un arbitre et si vous ne faites pas votre réponse à la demande d'arbitrage dans tel délai, nous désignerons un arbitre en votre lieu et place et nous procéderons à la désignation d'un président de tribunal arbitral. Et donc là, comme je vous le disais au préalable, la partie étatique s'est réveillée, a nommé son arbitre, dans le même temps a contesté la nomination qui avait été faite par le demandeur de son propre arbitre quasiment un an à l'avance, a contesté la procédure d'arbitrage en disant qu'il fallait commencer une procédure d'expertise parce qu'il y avait, c'était donc des marchés publics de construction de routes. Donc la partie étatique alléguait qu'en fait la construction avait été mal réalisée. Et donc tout cela a fait que en fait, l'acte de mission a été conclu, signé par les deux parties plus d'un an après la demande d'arbitrage. Et quasiment concomitamment à la signature de l'acte de mission, une procédure parallèle devant les juridictions étatiques de l'État défendeur était initiée pour corruption. Et donc, la question se posait de savoir s'il devait y avoir suspension de l'instance ou pas. Donc, en fait, vous voyez que le défaut d'une partie dans le cadre d'une procédure d'arbitrage peut avoir des conséquences sur le délai que peut prendre la procédure d'arbitrage et son initiation. On dit toujours qu'il y a un principe de sévérité dans le cadre des règles de procédure, des règles d'arbitrage, pardon, dans les différentes institutions d'arbitrage. Mais il y a aussi la volonté des institutions d'arbitrage. Et moi, je l'ai surtout perçu lorsqu'il y avait une entité étatique ou un État qui était impliqué, une volonté de l'institution d'arbitrage de faire extrêmement attention et de relancer peut-être plus qu'à l'accoutumée la partie étatique pour bien leur faire comprendre qu'il y avait une procédure d'arbitrage initiée à leur rencontre et de participer à cette procédure d'arbitrage. Donc moi, dans les différentes affaires que j'ai pu traiter dans lesquelles il y avait un cas de défaut, les institutions d'arbitrage ont été quelque part extrêmement bienveillante à l'égard de la partie défenderesse, entité étatique ou État, donc pour leur donner la possibilité à la fois de désigner leur propre arbitre et de participer à la procédure d'arbitrage. La deuxième affaire que j'aimerais citer concernant la désignation des arbitres, c'est une affaire CCI 15-379 de 2009. Cette affaire, elle opposait une société singapourienne à une société malaisienne dans le cadre d'un contrat d'achat-vente d'une cargaison de diesel. Et à l'exception d'un mail reçu 2 mois après la notification de la demande d'arbitrage d'un cabinet d'avocats qui informait qu'il représentait le défendeur et désignait un co-arbitre, la partie défenderesse n'a pas participé à la procédure d'arbitrage. Et donc, dans ce cas-là, la Cour de la CCI a fait application de l'article 6.2 du règlement CCI dans sa version de 98, donc 1998, qui est devenu aujourd'hui l'article 6.4. Et donc, la Cour internationale d'arbitrage de la CCI n'a pas confirmé l'arbitre désigné par le défendeur et elle a ensuite procédé à la nomination du co-arbitre sur proposition du Comité national malaisien en application de l'article 9.6 du règlement d'arbitrage CCI dans sa version de 1998 et donc article 12.2 et 12.4 du règlement d'arbitrage CCI. Je pense que sur cette question-là, j'ai dit ce que j'avais à dire. Walid. Oui, effectivement, le défaut et la désignation des arbitres. Il y a 3 observations sur la question. Première observation, c'est une observation
relative au droit anglais. Au droit anglais, il y a une spécificité. L'article 17.1 vous dit, si vous ne désignez pas votre arbitre, l'arbitre qui est désigné par le demandeur devient l'arbitre unique. C'est une technique du droit anglais pour inciter la partie qui ne participe pas à participer. Donc, voilà ma première remarque. Deuxième remarque, si une partie ne participe pas, il y a un petit problème lorsqu'il y a une révélation. Parce qu'il y a des cas où, il n'y a pas un vrai conflit d'intérêts, mais vous savez que lorsqu'on révèle et lorsqu'une partie ne s'oppose pas, ça permet de purger des conflits d'intérêts. Et là, imaginons que la partie demanderesse a désigné un arbitre qui révèle qu'il a été désigné 3 fois ou 2 fois par le demandeur. Il n'y a pas de défendeur, donc il n'y a pas cette possibilité de réagir pour éventuellement purger les conflits d'intérêts. Bon, si c'est un arbitrage institutionnel, quand même l'institution d'arbitrage va contrôler pour vérifier est-ce qu'il y a un conflit d'intérêts ou il n'y a pas, parce que les institutions d'arbitrage ont le pouvoir de confirmer et cela pourrait éventuellement limiter les problèmes. Mais si c'est un arbitrage ad hoc, qu'est-ce qu'on fait? Il a révélé, personne ne se pose. Le conseil, c'est qu'il faut désigner un arbitre qui n'est pas dans une situation de conflit d'intérêts, si vous voulez protéger la sentence. Et donc, avant de le désigner, il faut vérifier avec lui s'il y a des conflits d'intérêts. Il y a aussi un troisième problème qui n'a pas attiré l'attention de la doctrine, c'est le contrat d'arbitre. Vous savez, aujourd'hui, il y a beaucoup de contentieux sur le contrat d'arbitre qui détermine la rémunération des arbitres. Lorsque une partie ne désigne pas un arbitre, il n'y a pas de contrat d'arbitre avec cet arbitre. Et donc, la partie ne participe pas, il n'y a pas de contrat d'arbitre. Le contrat d'arbitre n'est pas formé avec la partie qui ne participe pas. Alors que le contrat d'organisation de l'arbitrage ou de l'administration de l'arbitrage, ce contrat est formé. Pourquoi? Parce que le contrat de l'organisation de l'arbitrage, c'est un contrat entre les parties et l'institution d'arbitrage. Les institutions d'arbitrage, en adoptant leur règlement, c'est une offre, et les parties acceptent cette offre. Donc, il y a un contrat d'organisation d'arbitrage, mais il n'y a pas de contrat d'arbitre. Et après, la partie qui ne participe pas pourra vous dire, moi, je n'ai pas accepté ces honoraires. Et donc, il faut réfléchir à cette situation parce que nous, les arbitragistes, on se concentre beaucoup sur la clause d'arbitrage, mais on oublie souvent qu'il y a d'autres contrats qui s'ajoutent à cette clause d'arbitrage et ces contrats peuvent poser énormément de problèmes. Cela nous conduit à, étant donné que le temps passe, à d'autres questions procédurales que pose l'arbitrage par défaut. Première question, bien évidemment, l'impact sur la procédure. Premier impact, bien évidemment, la partie qui ne participe pas au choix du siège, si le siège n'a pas été indiqué dans la clause d'arbitrage, au choix de la langue, si la langue n'a pas été indiquée dans le contrat. Il y a aussi un impact sur la provision. Généralement, la partie qui ne participe pas ne paye pas la provision, ne paye pas sa part. Mais on sait tous qu'il y a des techniques, des mécanismes pour résoudre ce problème. Et ce problème n'est pas lié à l'arbitrage par défaut, parce qu'une partie peut bien évidemment participer à l'arbitrage, mais ne paye pas la provision. Est-ce qu'il y a un incident sur l'acte de mission? Certaines institutions d'arbitrage exigent un acte de mission, d'autres non. Le CAMAP n'exige pas nécessairement un acte de mission. Conseil, lorsqu'il y a un arbitrage par défaut, il faut éviter dans l'acte de mission ce que j'appelle les éléments conventionnels ou consensuels. Donc, il faut se contenter à reprendre ce qui est indiqué dans la clause d'arbitrage. Il ne faut pas ajouter, par exemple, sur la TVA des arbitres, il faut avoir un consentement de l'autre partie pour pouvoir le mettre dans l'acte de mission. Une question aussi qui s'est posée en doctrine, est-ce qu'on peut obliger une partie à participer? Est-ce qu'on peut saisir le juge pour ordonner à une partie défaillante à participer, éventuellement avec astreinte? Une partie de la doctrine estime que la clause d'arbitrage ne peut être exécutée qu'en nature. Et pourquoi pas le juge ne joue pas un rôle pour forcer une partie à participer, notamment dans les arbitrages internes. Une partie refuse, donc vous allez devant le juge pour que le juge puisse ordonner cette partie à participer. La jurisprudence française est contre. Le juge d'appel français, dans une affaire GBO, par la Cour d'appel de Paris, 6 avril 2021,
le juge d'appui, on a saisi le juge d'appui pour que le juge d'appui ordonne à une partie de participer à l'arbitrage. C'est une extension de la clause d'arbitrage et la partie en question refuse de participer. On a saisi le juge d'appui a estimé que la demande est irrecevable parce que cela n'est pas une difficulté concernant la constitution du tribunal arbitral, la défaillance de la partie, dit la Cour d'appel, la défaillance en principe l'instance arbitrale de se dérouler. Voilà, Guillaume, quelques observations sur quelques spécificités procédurales, l'impact sur la provision, l'acte de mission, le pouvoir du juge et l'arbitrage par défaut. Est-ce que tu as d'autres éléments pour compléter ce que j'étais en train d'expliquer? Non, je pense que tu as été extrêmement exhaustif et je vois bien que le temps passe aussi. Donc, si tu le veux bien, on va passer aux questions sur les grands principes de l'arbitrage. Donc, la première question sur le contradictoire, l'arbitrage par défaut et le contradictoire. Une procédure par défaut n'est pas une procédure qui viole le contradictoire dans la mesure où le tribunal a accordé à la partie défaillante l'opportunité, le temps pour s'exprimer. Bon, je vais laisser à côté les solutions anecdotiques qui sont proposées par la doctrine. Il y a une partie de la doctrine qui propose de nommer ce qu'il appelle un conseiller ad vitam pour représenter la partie qui ne participe pas, pour rééquilibrer la procédure et pour jouer le rôle de contrôler le contradictoire. Quelques conseils d'ordre pratique. Premièrement, il faut transmettre et communiquer tous les actes. Non seulement transmettre et communiquer tous les actes, mais aussi donner à la partie le temps raisonnable pour que cette partie puisse réagir. Il faut multiplier les moyens de communication. Poste, huissier, des sociétés d'acheminement de courrier qu'on connaît. Et parfois, on utilise la poste, le courrier arrive. En utilisant d'autres opérateurs, le courrier n'arrive pas. Donc, il faut varier et combiner pour augmenter les chances. Certains auteurs affirment que si la partie a affirmé clairement qu'elle ne participe pas, c'est inutile de communiquer à cette partie parce que cette partie refuse déjà le principe de l'arbitrage. À mon avis, je ne suis pas très favorable à cette position parce qu'une partie qui ne participe pas aujourd'hui peut changer d'avis. Et l'expérience a montré que certaines parties peuvent dire « je refuse l'arbitrage, je n'ai pas conclu la clause d'arbitrage ». Après, cette partie peuvent se révéler. Il y a une question d'ordre pratique qu'on se pose, surtout lorsqu'on doit tout envoyer par voie postale. Est-ce qu'on peut regrouper plutôt un certain nombre de mails, un certain nombre de décisions et on envoie pas courrier par courrier, mais en plusieurs. S'il y a des délais qu'on accorde à la partie, si on demande une position de cette partie, il vaut mieux ne pas grouper. De toute façon, lorsqu'il y a un arbitrage par défaut, l'expérience a montré qu'il y a peu de décisions procédurales parce qu'il y a peu de positions, il y a peu d'incidents. Aussi, il faut vérifier que l'autre partie a bien respecté le contradictoire et a bien communiqué selon les modes de communication que le tribunal a décidé. Donc, il ne suffit pas que le tribunal communique ses décisions et ses actes. Il faut que le tribunal vérifie aussi que l'autre partie a communiqué aussi ses écrits à l'autre partie. Et bien évidemment, il faut éviter les communications ex parte, notamment dans l'audience, où souvent il y a une partie qui n'est pas là. D'autres questions, on se demande est-ce qu'il faut une audience dans l'arbitrage par défaut. C'est une question qui relève du pouvoir de l'arbitre et des parties. Parfois, il y a une partie, la partie demanderesse demande de l'audience, une audience, parfois elle ne demande pas. Et donc, c'est une question qui sera déterminée. Est-ce que l'arbitre a besoin d'autres éléments? Dans ce cas-là, peut-être l'audience pourrait être utilisée pour lui permettre d'avoir accès ou de pouvoir poser certaines questions pour se déterminer sur les questions que cet arbitre ou que les arbitres doivent trancher. Donc, le contradictoire doit être respecté.
et le tribunal doit prendre les mesures pour garantir son respect. Et c'est très, très important parce que le non-respect du contradictoire pourra conduire à l'annulation de la sentence arbitrale. Oui, c'est d'ailleurs pour rebondir sur ce que tu viens de dire concernant le respect du principe du contradictoire. Quelque part, c'est un peu contre-intuitif de se dire, bon, ben, je suis dans une procédure où le défendeur n'est pas présent et n'apparaît pas. Et on aurait tendance à se dire, bon, ben, allons-y, Franco, on va déposer nos demandes, on va faire en sorte de faire que nos demandes soient convaincantes et que le tribunal arbitral en soit convaincu et nous donne raison. Et donc, en fait, il est extrêmement important de respecter le principe du contradictoire à chaque étape de la procédure, non seulement parce qu'il s'agit d'un principe général du droit, mais aussi parce qu'en fait, un avocat devra toujours penser, dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, avocat d'ailleurs comme arbitre, à l'exécution de la sentence. Et à la fois le droit français avec l'article 14 du CPC qui dit que nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée, et l'article 5.1b de la Convention de New York sur la reconnaissance et l'exécution des sentences, qui lui dit que la reconnaissance et l'exécution de la sentence ne seront refusées sur requête de la partie contre laquelle elle est invoquée que si cette partie fournit à l'autorité compétente du pays la reconnaissance et l'exécution sont demandées, la preuve que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage, ou qu'il lui a été impossible, pour une autre raison, de faire valoir ses moyens. Donc il est extrêmement important à tous les stades de la procédure, à la fois de notifier à la partie défaillante les différents actes de procédure, que ce soit les ordonnances de procédure, les mémoires, les convocations aux audiences, tout cela pour faire en sorte que l'exécution de la sentence sera facilitée, ou en tout cas pas plus compliquée qu'elle ne l'est déjà en temps normal lorsqu'on est dans le cadre d'une procédure classique. Et après, toujours dans le cadre plus global de ce principe du respect du contradictoire, il y aura aussi la question de la déloyauté de la partie défaillante et éventuellement la possibilité pour la partie demanderesse, si recours en annulation il y a, la possibilité d'évoquer le principe de l'estoppel. Et si la partie défaillante n'a pas soulevé ces points lorsqu'elle devait le faire, la partie demanderesse pourra toujours évoquer ce principe de l'estoppel. Attention cependant, le principe de l'estoppel, quand il s'agit d'une règle d'ordre public, le défendeur sera toujours à même et aura toujours la possibilité de contester et la compétence du tribunal arbitral et d'autres principes d'ordre public. Donc oui, il faut faire extrêmement attention au respect du principe du contradictoire. Il y a cependant des moyens et des garanties pour le demandeur de faire valoir le principe de déloyauté ou de mauvaise foi du défendeur. Et pour ces questions du principe du contradictoire et du droit d'être entendu, sans forcément évoquer ces affaires, je vous renvoie directement en citant les références. Vous avez notamment la Cour d'appel de Paris qui a rendu un arrêt dans l'arrêt Tom Kneff contre Yukos du 15 janvier 2013. Vous avez également la Cour de cassation dans la même affaire du 5 novembre 2014. Et puis vous avez également l'arrêt Hémisphère, donc RDC contre Hémisphère, Cour d'appel de Paris du 12 avril 2016, qui traite de ces questions-là. Alors, venons maintenant à des questions de comment, sur l'administration de l'arbitrage, quelles sont les règles que le tribunal arbitral doit respecter lorsqu'il y a une partie qui ne participe pas. De façon très concrète, il faut que le tribunal vérifie sa compétence, donc la compétence n'est pas acquise. Deuxièmement, il faut vérifier la demande et que la demande est bien fondée. Même s'il n'y a pas de contestation. Pourquoi? Parce que le tribunal arbitral doit rendre une sentence motivée et donc il faut que la sentence doit être motivée et donc il ne faut pas admettre la compétence et il ne faut pas admettre la demande introduite par la partie demanderesse. Tous les règles, tous les droits souples, tout le monde préconise ces principes. Il ne faut pas quand même que le tribunal arbitral se transforme en avocat de la partie qui ne participent pas. Donc, il faut trouver le bon équilibre. Il y a aussi une question, la partie
qui ne participe pas peut décider un jour de participer. Généralement, lorsque la partie qui était absente décide de participer, généralement, cette partie demande un délai pour soumettre ses écrits. Est-ce qu'il faut, comment traiter ces demandes? Il faut voir quand même quelle est la raison qui explique le défaut. Est-ce que c'est une raison qui est justifiée? Est-ce qu'il n'est pas justifié? Si le tribunal arbitral n'a pas clôturé la procédure arbitrale, il vaut mieux lui accorder le droit d'indiquer, de communiquer sa position. Donc, c'est une question qui doit être traitée selon les circonstances de l'affaire. Il n'y a pas une réponse systématique, mais la jurisprudence étatique qui est généralement plus favorable à l'admission qu'au rejet. En d'autres termes, il faut mesurer le risque. Si on rejette, moi je vais à l'arbitrage où juste 2 jours avant la clôture, la partie en question m'envoie une 60aine de pages. Hein, où, elle revient sur tout ce qui a été dit durant l'arbitrage. Donc c'est une décision à prendre en fonction des risques. Cela nous conduit à la sentence arbitrale parce que le temps passe. Je sais que les problèmes qui se posent sont nombreux. L'exécution de la sentence, dans certains pays, l'exequatur n'est pas contradictoire. C'est le cas en France. Donc il n'y a pas une procédure d'exequatur par défaut parce que la partie en question ne participe pas. Dans d'autres pays, non. Par exemple, en Tunisie, il faut convoquer l'autre partie, ce qui nous conduit à une procédure d'exequatur par défaut. Et là, pour notifier, il faut recourir aux règles qui sont applicables devant les juridictions étatiques, parce qu'il s'agit d'une procédure engagée devant le juge étatique. J'ai regardé un peu, parce que c'est la Convention de New York qui prévoit à l'article 5 la reconnaissance et l'exécution de la sentence seront refusées. B, si il est démontré que la partie contre laquelle la sentence est invoquée n'a pas été dûment informée de la désignation de l'arbitre ou de la procédure d'arbitrage. J'essaie de voir comment cet article a été interprété par la jurisprudence. Par exemple, dans une affaire, l'une des parties a affirmé que je n'ai pas retiré la lettre recommandée, donc je n'ai pas reçu. Ça a été rejeté. On a considéré que le fait de ne pas retirer la lettre ne signifie pas que la communication n'a pas été régulière. Aussi, il y a des cas où une partie vous dit « Oui, mais ce n'est pas le représentant légal de la société qui l'a reçu. Oui, c'est la gardienne qui a reçu. La personne qui a reçu le courrier n'est pas mandaté et n'est pas le représentant légal. » Tout cela a été rejeté par les juges étatiques parce qu'on a affirmé, lorsqu'on donne une adresse, on donne une adresse de communication, mais on n'indique pas nécessairement que la partie qui doit recevoir le courrier doit être M. X ou M. Y. Si vous voulez le faire, vous pouvez le faire dans la clause d'arbitrage. Donc cela n'a pas de chance pour empêcher l'exécution de la sentence. Ou s'il y a un cas, il y a une notification tardive d'une audience, il a reçu la notification de l'audience après l'audience, et cette partie a considéré que c'est une notification qui est irrégulière. Le juge étatique, Lituanie, en l'espèce, on a refusé, on a dit de toute façon, il était au courant de la date de l'audience depuis l'ordonnance de procédure numéro 1, et donc il ne peut pas s'opposer à la décision. Une autre décision que j'ai trouvée, une partie n'a pas participé parce qu'elle avait peur d'être arrêtée par la police. Et elle a affirmé que c'est une procédure à défaut et donc je n'ai pas pu venir pour défendre mes droits. Ça a été rejeté parce qu'on a affirmé que cette partie peut être représentée par quelqu'un d'autre et cela n'est pas un motif pour empêcher l'exécution de la sentence. Cela nous conduit pour conclure, parce que le temps passe et pour donner un peu de temps aux questions, est-ce que les parties, dans leur contrat, doivent traiter cette hypothèse, cette configuration procédurale qui est l'arbitrage par défaut et comment aujourd'hui, normalement, on ne traite pas cette situation, mais on voit de plus en plus des contrats où
on examine cette configuration, on prévoit les modes de communication et on clarifie le régime de cet arbitrage par défaut. Et donc, si vous voulez faire ça, si vous choisissez un règlement d'arbitrage déterminé dans votre contrat, il convient de prendre en considération ce règlement d'arbitrage, éventuellement pour modifier dans les limites autorisées, pour clarifier le régime de cet arbitrage par défaut. Ça pourrait être une solution. Vous pouvez donner aux arbitres le pouvoir, par exemple, de chercher l'adresse de la partie qui ne participe pas. Vous pouvez donner le pouvoir à l'institution. Donc, les parties, à titre préventif, peuvent aussi penser, au moment de la rédaction de la clause d'arbitrage, à cette hypothèse qui est devenue très fréquente et ils peuvent prévoir le régime que le tribunal peut utiliser dans cette situation. Guillaume, je ne sais pas si tu as d'autres idées pour conclure avant de… Oui, sur cette question de comment aborder le défaut dans la convention d'arbitrage, j'aurais deux commentaires. Le premier, c'est que si la loi applicable à la procédure et le règlement d'arbitrage en question est suffisamment clair et précis, il n'y a pas forcément d'utilité à aller complexifier une convention d'arbitrage qui peut être des fois peut-être longue. Et la deuxième observation que je ferai, c'est de faire attention à ne pas non plus être tellement strict dans la rédaction de la convention d'arbitrage, de se retrouver bloqué par les dispositions de cette clause d'arbitrage qui auraient été tellement strictes qu'en fait elles deviennent inapplicables ou difficilement applicables le jour où la procédure commence. Donc, je suis relativement mitigé sur le fait d'aborder le défaut d'une partie dans la convention d'arbitrage, parce qu'on a d'autres outils qui nous permettent de pallier à ce défaut-là. Alors peut-être, si je devais conclure là-dessus, et si vraiment un client me demandait d'insérer une ligne sur cette hypothèse de procédure par défaut, parce que ça n'engage pas grand-chose et c'est relativement souple, c'est de faire référence aux règles de droit souple que j'ai évoquées en introduction à cette conférence, et donc de faire référence aux règles sur l'absence de participation d'une partie à la procédure, donc les guidelines SIARB, puisque dans la mesure où c'est des règles de droit mou, c'est relativement souple à mettre en application. C'était les quelques observations que je pouvais faire sur ce point-là. Bien évidemment, il y a d'autres difficultés, il y a d'autres problèmes. On avait une liste très longue de questions, de difficultés. Qu'on va vous poser maintenant à vous. Et puis maintenant, on a posé nos questions. C'est à vous de poser vos questions à distance ou en présentiel. Commencer en présentiel. Est-ce que vous avez des questions? Merci beaucoup. Une petite question triviale. Vous avez un peu évoqué la question. C'est le sujet du règlement des provisions d'arbitrage. La partie défaillante est requise de verser la provision définie par le règlement d'arbitrage ou par le tribunal. Elle ne s'exécute pas. Vous évoquez le fait qu'il y avait quand même des moyens de l'y forcer. Alors, j'étais un peu surpris. Je me dis, une partie défaillante, elle est défaillante pour la participation à l'arbitrage, mais elle est aussi logiquement défaillante pour le financement de l'arbitrage. Donc, comment est-ce qu'on peut aborder cette question-là, qui peut être d'ailleurs dans certains règlements un préalable au démarrage de la procédure. Il y a des règlements qui prévoient que si les provisions ne sont pas versées, la procédure ne démarre pas. Donc, ça peut être complètement bloquant aussi, cette question. Comment est-ce qu'elle peut être réglée? Si la partie ne paye pas, c'est à l'autre partie de payer à sa place. Donc, il y a la substitution. Et puis, il y a l'hypothèse d'une sentence qui ordonne à la partie défaillante de payer la provision. Mais le régime de cette sentence, en l'état, est un peu controversé. Dans certains pays, on peut l'exécuter. Dans d'autres pays, non. Donc, vous pouvez demander au tribunal arbitral une sentence ordonnant à l'autre partie de payer la provision, parce que le non-paiement du provision, c'est une violation de la clause d'arbitrage qu'une partie a acceptée. Sinon, il y a récemment un arrêt qui est… Après, il y a une autre hypothèse. Je me suis retrouvé dans une situation relativement complexe où en fait le demandeur a initié une procédure d'arbitrage, a payé sa part des provisions pour frais de l'arbitrage, et le défendeur, en guise de rétorsion, a bloqué les comptes du client demandeur principal. Donc en fait, le demandeur ne pouvait pas se substituer au défendeur parce que ses comptes sociétaux avaient été bloqués.
Et donc, il y a une hypothèse qu'on peut envisager dans ces cas-là, mais elle mérite réflexion, c'est de faire appel aux tiers financeurs, qui peuvent aussi se substituer, voilà, si le demandeur n'est pas en mesure, parce que des fois, les frais d'arbitrage peuvent être extrêmement élevés si Les arbitres peuvent faire parfois des concessions en baissant leurs frais, notamment dans un arbitrage ad hoc, puisqu'il y a un blocage. Et ce blocage n'est pas spécifique à l'arbitrage par défaut, hein. Même dans les arbitrages, des parties participent, une partie peut ne pas payer la provision. Donc, il faut qu'une partie ne paye pas, que le défendeur ne paye pas, le demandeur ne peut pas payer à sa place, l'institution d'arbitrage n'est pas prête à couvrir ou à réduire, et les arbitres ne sont pas prêts aussi à réduire ou à faire une concession. Et là, on se retrouve vraiment dans une situation. Il y a un arrêt récent qui a été rendu récemment où une partie qui a saisi une institution d'arbitrage, l'autre partie n'a pas payé, et donc la partie demanderesse est allée devant la justice étatique, et là la partie défenderesse invoque la clause d'arbitrage. On a considéré que le principe de la loyauté interdit à cette partie d'invoquer la clause d'arbitrage. Et donc il y a quand même un effet qui est assez surprenant, c'est que pour une fois, dans la jurisprudence française, on a admis, et ça ne concerne pas des parties qui sont dans l'impécuniosité, c'est une partie qui n'a pas, qui a les moyens. Et donc on a estimé que le non-paiement pourrait avoir un impact sur la clause d'arbitrage et pourrait ouvrir la porte à la juridiction étatique, qui est en principe incompétente. Cet arrêt a été critiqué par une partie de la doctrine parce qu'on a estimé que le juge étatique, en l'espèce le juge français, n'a pas respecté le principe de compétence-compétence. Et donc, c'est à l'arbitre de déterminer s'il y a ou il n'y a pas renonciation de la clause d'arbitrage. Mais c'est un problème, le paiement des provisions, c'est un problème qui n'est pas lié spécifiquement à l'arbitrage par défaut. Je vous remercie pour votre réponse et aussi pour vos interventions. Comme nous avons aussi des questions en ligne, donc on va faire un peu passer de l'un à l'autre. Donc là, il y a une question qui a été posée par Malika Benamur Belir en ligne. Si l'une des parties ne refuse pas mais omet de participer à l'arbitrage ou à l'une de ces étapes, quelle serait la décision du tribunal? C'est-à-dire ne participe pas, c'est-à-dire participe de temps en temps. Voilà, elle ne refuse pas mais omet de participer. Ce qu'elle pose comme question à l'une des étapes. Bon, généralement, il y a des parties qui ne réagissent pas, hein. Le tribunal doit les rappeler à ces parties la nécessité de répondre. Après, si on donne à cette partie l'opportunité pour répondre et cette partie ne le fait pas sans présenter des raisons, il convient d'en tirer les conséquences, hein. Oui, en fait, ça sera plus sur les motivations de l'absence de participation à la procédure que le tribunal arbitral pourra tirer les conséquences d'un véritable défaut ou d'une omission par inadvertance. S'il y a réellement un cas de force majeure, alors je prenais l'exemple d'un pays en guerre, mais ça peut être un autre exemple, le tribunal arbitral saura en tirer les conséquences et pourra éventuellement octroyer des délais supplémentaires pour répondre. Si c'est un défendeur qui a dit « je ne peux pas participer à l'audience la veille de l'audience parce qu'elle n'a pas réussi à prendre un avion », bon, là, il n'y a aucun motif légitime à ce que l'audience soit reportée parce que le défendeur a été défaillant dans sa logistique de la préparation de l'audience. Donc en fait, la défaillance, il y a la motivation qui fera que le tribunal arbitral pourra prendre une décision en fonction de la gravité de la motivation donnée par la partie défaillante. J'avoue que certains règlements prévoient ce qu'on appelle les délais de grâce ou les avertissements. On trouve ça dans le système SURDI. L'article 45 du règlement, il est très détaillé sur l'arbitrage par défaut. Et normalement, si une partie ne participe pas, le tribunal lui accorde un délai qui ne peut pas dépasser 60 jours pour réagir. Donc, il y a un pouvoir d'avertissement du tribunal et essaie de l'avertir. Et si, durant cette période indiquée par le tribunal, cette partie n'a pas réagi, le tribunal statuera sur les éléments qu'elle a en sa possession. Dans la salle, vous avez d'autres questions?
Merci. Moi, j'avais une question pour toi, Guillaume. Lorsque tu parlais un peu de l'internationalisation, c'est-à-dire qu'on a une partie qui participe pas et on cherche, moi, je parlerai plus de points de rattachement. Je prends le cas, dans l'exemple que tu as évoqué, d'une partie qui s'est mise en faillite, qui a créé une autre société. Donc, on a une autre adresse mail. Comment on fait le rattachement? Parce que là, la clause compromissoire était conclue par la société qui existait. La société n'existe plus, elle a fermé, on a une autre adresse. Donc moi, j'avais, en réfléchissant sur ce cas, le schéma de comment je rattache pour saisir justement cette qui est toujours la même partie, hein, qui a créé notre société, donc qui a une nouvelle adresse. Comment techniquement je fais le point, et je voulais aussi vous entendre parce que vous avez parlé beaucoup tous les deux du cadre de l'arbitrage institutionnel, mais dans les arbitrages ad hoc, quand même en arbitrage institutionnel, on le sait, on fait toujours des efforts pour rechercher toujours, relancer toujours la partie, même lorsque l'institution nomme. Mais dans les arbitrages ad hoc, comment on essaie de gérer toutes ces situations où on n'a pas une partie qui participe, est-ce qu'on se donne le pouvoir soi-même d'aller voilà chercher l'huissier pour voilà. Donc je voulais un peu vous entendre aussi sur parce que moi j'ai plus l'expérience dans l'arbitrage institutionnel, mais dans les arbitrages ad hoc, comment est-ce que ça se passe concrètement? Bon, il faut déterminer quelle est la partie qui participe à l'arbitrage. Est-ce qu'il y a une succession? Est-ce qu'il y a une confusion? Est-ce qu'il y a une absorption? Donc, il faut identifier cette partie. Il y a une partie A qui a signé la clause d'arbitrage. Si B absorbe A et on est dans deux sociétés, donc c'est normalement, logiquement, c'est plus A qui est la clause d'arbitrage peut se transmettre. Donc, il faut identifier la partie. Une fois qu'on a identifié cette partie, il faut identifier l'adresse de cette partie, comment communiquer avec lui. Effectivement, Sylvie, qui nous ramène à l'hypothèse d'un arbitrage ad hoc où un peu le tribunal est un peu diminué. Dans ce cas-là, donc, qu'est-ce qu'on fait? On demande à la partie demanderesse de faire tout son possible des diligences pour localiser cette partie, pour produire, inviter cette partie à produire des adresses qui peuvent être utilisées pour communiquer avec la partie défaillante. La partie qui participe normalement a intérêt à communiquer une adresse valable pour communiquer avec l'autre partie, parce qu'il y a certaines parties, parfois, peuvent penser à manipuler le tribunal arbitral, c'est-à-dire, cette partie sait que cette adresse n'est pas fonctionnelle, cette adresse n'est pas opérationnelle, et pourtant, cette partie communique cette adresse au tribunal. Et même parfois, on a des scénarios où une partie vous dit, écoutez, n'utilisez pas votre adresse, utilisez l'adresse qui est dans le contrat. Alors qu'on sait que cette adresse n'est pas celle qui est opérationnelle, n'est pas opérationnelle. Il faut faire attention parce qu'une partie qui cache une adresse ou qui essaie de manipuler le tribunal arbitral, la sentence risque de ne pas être exécutée. Et donc, la partie demanderesse a intérêt à nouer un débat contradictoire avec la partie défenderesse et a intérêt à communiquer au tribunal arbitral des adresses qui sont opérationnelles. Moi, personnellement, en tant qu'arbitre, généralement, lorsque j'invite les parties à fournir, j'ai vu que ces parties font un effort, essayent de trouver des adresses, communiquent. Et comme je vous ai dit, parfois, dans le dossier, on trouve des emails, on trouve des adresses, on trouve des éléments, des indices. Et dans ce cas-là, on invite les parties à s'exprimer sur ces adresses. Et généralement, les parties acceptent d'utiliser ces moyens de communication. Donc, on multiplie, on utilise ce que j'appelle l'approche maximaliste, c'est-à-dire on essaie d'utiliser toutes les voies possibles, tous les moyens possibles en diversifiant. Après, je me suis demandé aussi, est-ce qu'on peut annuler une sentence lorsqu'une partie ne participe pas? Et la jurisprudence, il faut voir la raison. S'il y a une impossibilité de participer, par exemple, le pays était en guerre ou il y a vraiment une impossibilité, on pourrait annuler la sentence pour lorsqu'une partie qui ne participe pas, s'il a une raison légitime, ça pourrait conduire à l'annulation de la sentence. Il y avait un cas devant les juridictions italiennes, une partie ne participe pas
le tribunal a rendu sa sentence en 6 jours. On a considéré que quand même, il y a un vrai problème et on a annulé la sentence. Et donc, Sylvie, il faut la coopération du défendeur dans la procédure. Par défaut, si le défendeur ne coopère pas, effectivement, la position du tribunal arbitral n'est pas facile, surtout si ce tribunal n'a pas les moyens pour éventuellement faire des recherches et localiser cette partie. Cela dit que parfois le tribunal a les moyens, mais ne peut pas convaincre une partie, parce qu'une partie peut refuser complètement de participer. Hein. Guillaume, je ne sais pas si tu as d'autres... Peut-être pour revenir à la question de Sylvie sur la partie du rattachement et de voir quels sont les moyens juridiques qui nous permettent de rattacher pour essayer de trouver un autre fondement pour initier une procédure d'arbitrage. Dans mon cas d'espèce, c'est un investisseur privé dont le siège était dans un pays en guerre. Et la question que je me suis posée quand j'ai eu ce dossier-là, c'est de savoir si il n'y avait pas eu un transfert du siège effectif à l'étranger. Donc, en fait, dans la mesure où tu as un État en guerre, l'investisseur privé, pour continuer son activité, au lieu d'avoir son siège effectif dans l'État A, il transfère son siège effectif dans l'État B. Et est-ce que tu as la possibilité d'initier une clause d'arbitrage sur le fondement d'un traité bilatéral d'investissement à partir de cet État B pour commencer ta procédure d'arbitrage? Et la deuxième question que je m'étais posée dans le cadre de ce dossier-là, c'était non pas d'agir au nom de l'investisseur privé société, donc personne morale, mais de réfléchir et de rechercher s'il y avait des actionnaires étrangers pour lesquels on aurait pu agir non pas au nom de la société, mais au nom des actionnaires individuels qui auraient été impactés par l'arrêt de l'investissement compte tenu du cas de force majeure. Donc en fait, ma réflexion, c'est comment trouver un fondement juridique quand en fait il y a une situation de cas de force majeure dans un pays qui ne permet pas d'initier une procédure d'arbitrage de manière efficace et rapide. Parfois, la partie demanderesse n'identifie pas la partie demanderesse n'identifie pas la partie défenderesse avec précision. Donc déjà, le demandeur ne sait pas contre qui, contre une société, le liquidateur, contre la société qui a acheté, contre les deux. Et là, s'il y a un doute, il faut agir contre tout le monde, après faire la sélection devant le tribunal arbitral. Bernard, on a une affaire comme ça en ce moment parce que généralement, vous l'avez évoqué, notamment dans les États africains, il y a des États où vous avez vraiment un agent judiciaire, mais il y a d'autres où vous n'avez pas d'agent judiciaire d'État. Et vous avez des marchés, notamment, qui sont conclus par un ministère, mais où il y a des interactions. Vous avez le maître d'ouvrage qui est le ministère tel, mais l'autorité qui a signé le marché qui a un ministère tel. Lorsque le litige arrive généralement, on l'a vu, on a une affaire où on a saisi tout un État parce qu'on ne savait pas à qui adresser la demande. Et au moins là, on est sûr que tout le monde, ça a vraiment été du sommet de l'État. Si vous attaquez des personnes qui ne sont pas liées par la clause d'arbitrage, vous risquez d'être condamné. Mais là, c'est généralement le fondement, d'être sur le fondement d'un TBI. Donc, c'est facile parce que voilà. Un TBI est plus large que dans un contrat. Donc, la configuration contractuelle limite un peu l'étendue du litige. Alors qu'un TBI, donc c'est un instrument assez abstrait, donc il couvre plusieurs entités. Donc, effectivement, le raisonnement n'est pas identique. C'est plus facile de viser des personnes lorsqu'on utilise un TBI qu'un contrat. Bon, alors nous avons une question posée en ligne de Monsieur Shonang Kamchuen Parfait. La question est la suivante. Quelle est la portée de la sentence arbitrale à l'égard d'une partie qui a fait défaut? Autrement dit, comment faire exécuter une sentence arbitrale dans laquelle une partie a fait défaut? La portée, une sentence rendue dans un arbitrage par défaut, c'est une sentence normale, comme une sentence qui est rendue dans un arbitrage où cette partie a participé. Bien évidemment, on a les cas de refus d'exequatur, on a les cas d'annulation. Cette partie, donc, si elle n'arrive pas à établir un vice qui affecte la sentence doit être exécutée. Hein. Si le tribunal ne s'est pas déclaré à tort compétent ou incompétent, si le contradictoire
a été respectée. S'il n'y a pas de violation de l'ordre public, la sentence doit être exécutée comme n'importe quelle sentence. Après, il y a des difficultés parce qu'il y a des parties par défaut qui existent et des parties qui n'existent pas. Après, si vous n'avez pas la partie par défaut n'a pas de bien ou vous n'arrivez pas à le localiser, effectivement, il y a une difficulté pour localiser les biens, pour éventuellement les saisir. Et aujourd'hui, on voit des sociétés qui travaillent sur l'intelligence économique, sur la recherche, sur la détection des biens, et c'est un autre domaine. Et une sentence par défaut, c'est une sentence comme les autres sentences. Elle est soumise au même régime d'exequatur et d'annulation. Il peut parfaitement être exécuté. L'expérience a montré que ces sentences, sont généralement exécutées. Si le tribunal a respecté le contradictoire et si le tribunal a accordé à la partie défaillante l'opportunité, le temps raisonnable pour se défendre, le fait que lui, elle a choisi de ne pas participer, ça ne bloque pas l'exécution de la sentence arbitrale. Et certains pensent à tort ou à tort qu'en ne participant pas à l'arbitrage, ça pourrait éventuellement améliorer leur position processuelle au moment de l'exécution. Cela n'est pas vrai. Oui, peut-être juste un commentaire supplémentaire sur ce point-là. Dans le cadre de la notification d'une sentence, il est extrêmement important aussi de vérifier les règles applicables à la notification, et notamment lorsqu'on a un État ou une entité étatique qui est partie au litige, défendeur défaillant, de vérifier les conventions bilatérales entre les États, voire les conventions internationales, pour justement être extrêmement attentif au mode de notification qui peuvent se faire par voie diplomatique. Moi, j'ai eu un exemple où, en fait, un investisseur privé souhaitait faire exécuter une sentence contre un État. Et donc, dans ce cas-là, il est extrêmement important de vérifier les règles conventionnelles de notification pour justement appliquer la bonne règle, le bon droit et avec la bonne méthode. Et ça concerne même les arbitrages où toutes les parties participent à la notification. Aussi, oui. Un État, il faut respecter bien évidemment les règles de notification qui sont prévues. Et en général, par la voie diplomatique, il est difficilement envisageable pour un État de dire non, c'est pas possible parce qu'en fait, il y a la valise diplomatique qui fait que. Et c'est un problème aussi très complexe, les problèmes de notification et les spécificités de la notification. Et les règles applicables à la notification avec effectivement les conventions internationales et le droit national et l'articulation des différentes sources. Vous avez d'autres questions ici en salle? Nous avons une autre question posée en ligne de Nadi Jalal. Est-ce que l'absence involontaire ou non intentionnelle d'une partie peut remettre en cause la convention d'arbitrage? Non, dans la mesure où la convention d'arbitrage a été signée par les deux parties à un moment X, la convention d'arbitrage reste valide. Alors après, je ne sais pas ce que la personne entend par absence involontaire, parce qu'en fait, quand il y a des notifications qui sont faites quasiment chaque semaine, voire chaque mois, de rappel qu'il y a une procédure d'arbitrage, le involontaire devient très vite volontaire. Voilà. Alors après, on l'a abordé avec Walid. L'important pour un demandeur et pour un tribunal arbitral, c'est de respecter encore plus scrupuleusement. On le fait déjà, c'est notre travail au quotidien. Mais d'être encore plus attentif à ce que les notifications soient faites pour chaque acte de procédure pour faciliter l'exécution de la sentence in fine. Mais à partir du moment où une partie a signé une convention d'arbitrage, elle reste liée par cette convention d'arbitrage. Ça a démontré une corruption, voilà, mais là, la partie n'est plus défaillante. L'absence n'a pas d'incidence sur la convention d'arbitrage, en principe. Je vais peut-être vous rappeler une décision qui était rendue par la Cour d'appel de Paris 7 février 1991, où on a affirmé clairement la sentence rendue par défaut n'est pas contraire à l'ordre public international si le défendeur a été dûment informé du déroulement de la procédure et n'a pas été dans l'impossibilité matérielle de se faire représenter devant le tribunal arbitral étranger. C'est-à-dire le cas où probablement on pourrait excuser la partie qui ne participe pas, c'est lorsqu'elle arrive à démontrer, selon les termes de cet arrêt de la Cour d'appel de Paris, une impossibilité matérielle de se faire représenter devant le tribunal arbitral étranger. Et donc le risque de la preuve est sur lui. C'est à lui de démontrer qu'il était dans l'impossibilité matérielle de se faire représenter. Et là, même dans ce scénario, ce qu'on peut faire, c'est d'annuler
la sentence, mais cela n'affecte pas la convention d'arbitrage. La convention d'arbitrage reste toujours valable et intacte, sauf si le tribunal, sauf si la sentence a été annulée pour défaut de compétence. Là, il y a un effet sur la convention d'arbitrage. Mais si le juge étatique a annulé la procédure parce que la partie défaillante était dans l'impossibilité matérielle de se faire représenter et j'ai pas trouvé des applications de ce principe, dans ce cas-là, on engage un autre arbitrage parce que l'annulation d'une sentence, son effet, c'est on pourrait reprendre l'arbitrage sur le fondement de la convention d'arbitrage qui reste intacte et qui reste valable. L'annulation n'a pas d'effet sur la convention d'arbitrage. Sauf si l'annulation repose ou est justifiée par un défaut qui affecte la convention d'arbitrage. Bon, il y a une dernière question. C'est de Marie-André Neugier. La notification par... Je salue par ailleurs. Oui, elle est en ligne. La notification par huissier et le principe de confidentialité. Cela arrive souvent lorsqu'une boîte postale est donnée dans les contrats. Vos commentaires et conseils. C'est-à-dire la confidentialité. Bon, la confidentialité dans l'arbitrage, elle est de plus en plus, elle recule. Hein. Les règlements d'arbitrage aujourd'hui ne font pas référence au principe que la confidentialité, c'est plutôt c'est le principe, c'est la transparence. Effectivement, la question est assez délicate parce que si une partie nous donne une adresse mail qui n'est pas bonne, on risque de communiquer des éléments sur l'arbitrage à une partie qui n'est pas concernée par la procédure d'arbitrage. Et donc, cela est dit, la confidentialité est en train de reculer aujourd'hui. Hein. Elle est en train de reculer. Il faut qu'une partie conteste. Hein. Donc, il faut imaginer qu'une partie invoque ce conflit entre la confidentialité ou une violation de la règle de la confidentialité. Et il faut établir qui a violé la confidentialité. Est-ce que c'est le tribunal ou c'est la partie qui a fourni une mauvaise adresse? Et de toute façon, le principe de confidentialité, comme n'importe quel principe, peut être sanctionné. Hein. Le tribunal arbitral peut sanctionner des violations au principe de confidentialité. Si il y a une règle de confidentialité et s'il y a un dommage, le tribunal pourra, ici une partie qui demande de sanctionner le principe de confidentialité, et s'il y a un dommage, le tribunal pourra l'accorder. Et donc, violation de la confidentialité pourrait être sanctionnée par le tribunal arbitral. Hein. Ce n'est pas théoriquement, ou ce n'est pas impossible, hein, mais c'est très rare. Hein, c'est très rare de voir des violations du principe de confidentialité. Très rare. Aujourd'hui, compte tenu de mon expérience, peut-être Guillaume, tu... Oui, peut-être deux observations. La première, et je ne l'avais pas encore vu dans les contrats auxquels j'ai été confronté, mais ajouter des adresses mail précises auxquelles on notifie aux parties, aux différents clients. Dans les contrats ancienne génération, on mettait une adresse postale et on s'arrêtait là. Maintenant, je pense qu'il est indispensable d'ajouter des adresses mail précises. Éventuellement de faire attention à avoir des adresses mail par type de poste, parce que Monsieur X peut partir de la société et ne plus être dans le jour de la demande d'arbitrage. Et si vous mettez... Il faut faire des adresses alternatives aussi dans les contrats, 3, 4, parce qu'une adresse... Guillaume Aréou et que Guillaume Aréou n'est plus là le jour de la demande d'arbitrage, l'adresse mail ne sera plus valide. Donc ça, c'est le premier élément. Et le deuxième élément concernant la confidentialité, alors ça, c'est pareil, c'est un point qui est relativement sensible. Et les parties peuvent avoir des intérêts divergents concernant ce principe de confidentialité. Moi, je me suis retrouvé dans le cadre d'une procédure d'arbitrage, encore une fois, contre un État. Et bien évidemment, l'État, la première chose qu'il a demandé au tribunal arbitral, c'est la confidentialité de la procédure. Alors que, il y avait plusieurs éléments qui laissaient penser qu'il n'avait pas agi de manière loyale et de bonne foi dans le cadre de l'exécution de ce contrat. Donc, la transparence, oui, mais on évolue aussi dans un milieu... C'est les arbitres qui se trompent, ils envoient des documents à des parties qui ne sont pas concernées. Moi, j'ai reçu des notifications dans d'autres arbitrages. Heureusement, j'ai averti le collègue que je ne suis pas arbitre dans cette procédure. Et donc, vraiment, c'est un problème qui se pose aujourd'hui avec Internet.
avec les mails, on peut se tromper, hein, parce qu'on peut envoyer une adresse où ça arrive. Hein. Alors après, je ne sais pas si c'est le cas du CMAP, mais il y a une nouvelle pratique que je trouve, moi personnellement, qui déteste le papier, parce qu'en tant que stagiaire, je m'étais retrouvé à porter les cartons de 20 classeurs. Voilà. C'est fort quand même. Oui, c'est pour ça que je suis resté mince. Mais trêve de plaisanterie, c'est que… Garder les mêmes habitudes. mais en fait, maintenant, il y a aussi la possibilité de créer des clouds, Oui, soit qui sont protégés par l'institution d'arbitrage elle-même, et donc du coup, les conseils, comme le tribunal arbitral, ne communiquent que via ce cloud, et donc du coup, ça permet de restreindre les problèmes de divulgation ou de confidentialité, parce qu'en fait, voilà, c'est comme un disque dur externe où vous transmettez vos documents, et moi, je trouve que c'est extrêmement utile et efficace. Un, parce qu'on est notifié à partir du moment où le document est téléchargé sur le cloud, et que ça limite les risques d'erreurs humaines, parce qu'en fait, quand on a 3, 4 à 5 arbitrages à gérer, voilà, entre le 21 458 et le 21 457, toute personne à 23h58, quand il envoie un mémoire, peut se tromper et ne pas diriger les mémoires à la bonne adresse. Même si en général, on relit 4 fois nos mails avant de les envoyer. Mais en tout cas, le cloud, du coup, permet de sécuriser les échanges et les communications. Et en plus, de mon point de vue… Les documents aussi, parce que parfois, on n'arrive pas à communiquer des documents volumineux par mail. Et donc, on est en train de gérer, le document est renvoyé, X a reçu, n'a pas reçu. C'est une bonne solution, effectivement. Ça facilite la communication entre les parties et le tribunal arbitral. Effectivement. Et je me posais la question, en fait, parce que Oui, on a une plateforme qui s'appelle Close. Ah ben voilà, C'est une plateforme sécurisée qui aussi respecte le RGPD. Je n'ai pas encore eu d'arbitrage chez MAP, c'est… Voilà, il respecte aussi le RGPD et ça permet aussi de protéger même la confidentialité des échanges. Donc, voilà, effectivement. Il y a une réponse de Marie-André Nier. On ne peut pas dire que l'huissier est un auxiliaire de justice. Oui, le huissier est un auxiliaire de justice, donc on peut l'utiliser pour la notification aussi. Hein. Donc, si vous avez un huissier local, vous pouvez utiliser ce moyen de communication. Après, il faut déterminer la base de la confidentialité. Ça oblige qui? Est-ce qu'il y a vraiment une violation par qui? Et on applique un raisonnement juridique, hein, comme toute règle juridique. Cette règle juridique peut être violée si elle est violée et les conditions de sa violation s'il n'y a pas de faute de la victime, on applique le mécanisme du droit des contrats pour savoir s'il y a violation de la confidentialité et quelles sont les personnes qui sont. Il faut déterminer l'étendue de la confidentialité, rationner personae. Il faut déterminer est-ce qu'il y a une confidentialité, est-ce qu'il y a des exceptions, est-ce qu'il y a une faute, est-ce qu'il y a éventuellement un moyen d'exonération et le tribunal arbitral pourra sanctionner. Après, si le tribunal qui a violé la confidentialité aussi, on peut aussi sanctionner. Et après, le fait de faire appel à un huissier, c'est forcément un moyen efficace, mais ça nous ramène à la question préalable de connaître l'adresse exacte de la personne à qui on va notifier l'acte. Si on a un doute sur l'adresse exacte de la personne à laquelle on veut notifier, l'huissier ne va malheureusement pas nous aider à grand-chose. Exactement. Vous avez d'autres questions, commentaires? Moi, j'avais juste un commentaire. Peut-être que tu n'as pas une question qui n'a pas assez été abordée, c'est dire que avant même lorsque le tribunal a constitué, il faut quand même dire que les notifications sont, je prends la casquette arbitre, hein, sont voilà à la charge de l'arbitre. Et on l'a dit tout à l'heure, il y a des pays, ça vaut pas la peine de faire un mail. Donc c'est DHL pendant 4 ou 5 fois, et ça a quand même un coût. Et l'arbitre doit l'assumer. Voilà, moi, je l'ai dans une procédure. Donc, c'est quelque chose aussi qu'il faut avoir en tête parce que on en discutait aussi avec Olivier. Vous pouvez, lorsque vous avez l'adresse postale, ça vaut. Voilà, donc ça revient, mais il faut quand même le faire. Enfin, certaines institutions encouragent de faire le DHL. Vous pouvez faire le mail, mais vous faites par DHL et ça a un coût. Et ça, c'est l'arbitre, voilà, qui doit.
Non, dans certains pays, voilà, voilà, ça dépend. Donc, le moyen le plus sûr, je fais la publicité de personnes, c'est d'utiliser une messagerie où vous êtes quand même sûr que vous aurez un accusé de réception, vous pouvez l'utiliser. Et ça, c'est à votre charge. Donc, je pense qu'on le dit pas assez, mais il faut quand même prévoir lorsqu'on est nommé en tant qu'arbitre, voilà, une petite trésorerie pour assurer tout ça. Parce que ce n'est qu'à la fin de l'arbitrage que vous serez remboursé. Sylvie, mais il faut aussi que l'arbitre, dans sa sentence, détaille les diligences pour contacter la partie qui ne participe pas. Et certains même recommandent dans la sentence de mettre même le numéro du courrier DHL ou le numéro, la date de la réception et d'être très, très précis sur cela. Effectivement, moi, je connais un ami, il savait, il est reconnu par la poste, parce que tous les jours, il envoie des courriers et l'agent lui a dit, mais ça arrive jamais. Il lui dit, oui, je sais, ça arrive jamais. Il a payé une fortune. C'était un petit arbitrage donc pour envoyer le courrier à la partie qui n'a jamais participé. Ce qui nous conduit à une autre question. Est-ce qu'on peut prendre en considération le défaut pour établir les faits? Est-ce qu'on peut, le défaut, la non-participation, notamment si elle est légitime ou si elle est injustifiée, est-ce qu'elle pourrait être un élément pris en considération devant le tribunal arbitral lorsque le tribunal arbitral détermine les frais? Cela est dit, lorsque dans des arbitrages à défaut, la partie à défaut, parfois, il n'est pas toujours condamné. Hein. S'il n'y a pas de convention d'arbitrage, ou si la partie demanderesse n'a pas établi, n'a pas prouvé la demande, on pourrait imaginer un arbitrage par défaut où la partie par défaut pourra gagner. Hein. Ce n'est pas techniquement impossible. Après, le fait de ne pas participer, est-ce qu'on pourrait considérer que c'est une violation de la clause d'arbitrage? Est-ce que c'est un élément à prendre en considération? Bon, le tribunal prend en considération toutes les circonstances pour établir la répartition des frais et compte tenu des circonstances, ce n'est pas à exclure cet élément-là. Surtout si c'est un défaut qui est déloyal, aucune raison ne justifie ce défaut qui était dans l'intention pour entraver le déroulement de l'arbitrage et rendre le travail du tribunal arbitral et de l'autre partie très, très difficile. Pas d'autres commentaires? Non? Bon. Alors, nous vous remercions pour vos interventions. Nous remercions aussi tous les participants pour les questions très pertinentes. Pour les personnes qui sont présentes, nous vous invitons à vous restaurer à la salle d'accueil. Et pour les personnes qui sont en ligne, nous vous souhaitons une très bonne journée. Merci. Merci à tout le monde. Merci aux... Je reconnais certains, donc je les salue en ligne. Ça me fait plaisir de les voir même en ligne. Et puis toujours, merci au CMAP qui nous a permis d'intervenir sur ce sujet qui est très, très intéressant. Très bien. Merci. Merci à tous.